Alors ça va, j'ai pas fait de connaissance. Alors, je me présente en deux mots, je m'appelle Lorenzo Chama, je suis le programmateur de ce cinéma du Christine 21, qu'on a repris en famille le 1er avril dernier. Donc je suis très content parce que ce soir c'est le premier rendez-vous avec les synesthésies d'Opium, qui est donc le premier rendez-vous régulier de ce cinéma. Et je suis assez content que ce soit l'initiative de jeunes gens, comme Kwama, Guillaume et les autres, parce que justement j'ai envie que ce cinéma se diversifie en termes de public, et donc c'est la première étape vers ce chemin-là. Je voulais juste vous dire que, par exemple, au mois de septembre, ici, on a passé plus de 30 films en pellicule en 35 mm, ce qui est de plus en plus rare, ce qui est de plus en plus difficile de trouver des copies de 35 chez les distributeurs. Donc nous, on s'attelle vraiment à essayer de faire durer cette tradition du 35. En l'occurrence, ce soir, c'est du DCP, parce qu'on n'avait pas de 35, justement. Voilà, une difficulté qui arrive parfois, mais dans la mesure du possible, on essaiera d'avoir autant de 35, de prendre du 35 autant que l'on peut. Et voilà. Je vais laisser la parole à Kwama et Guillaume. Qui est en premier, Kwama ou Guillaume? Kwama, c'est à toi. Merci. Bonsoir à tous. Alors, je m'appelle Kwama Frigo, je suis présidente d'Opium Philosophie. Et je tiens d'abord à remercier le Christine 21 qui nous accueille et qui nous a surtout soutenus depuis le mois d'août dans ce projet de cinéphilo dans un cinéma, puisque nos cinéphilos se déroulaient avant dans une salle douteuse de l'antenne Polytechnique sur le plateau de Saclay, où quelques polytechniciens en mal de philosophie venaient suivre nos débats. Donc nous sommes vraiment très heureux de faire découvrir nos activités à un autre public et également de pouvoir visionner des films dans les meilleures conditions. Donc Opium Philosophie, pour présenter rapidement l'association, est une association donc interuniversitaire menée intégralement par des étudiants qui publie notamment une revue annuelle sur un thème et qui tente de faire dialoguer philosophie et art. Donc vous pourrez feuilleter cette revue à la fin de la projection si vous le désirez. Et je vais laisser la parole à Guillaume Foyer, après avoir remercié Madame Bouchouchi qui nous fait l'honneur de sa présence et qui animera le débat suite à la projection. Bonne soirée et bon film. Je voulais commencer sur quelque chose qui m'a intrigué, qui m'a beaucoup intéressé d'ailleurs. En fait, ça m'est venu hier encore. Très bêtement, j'étais à la Fnac et j'allais acheter, bon peu importe, on s'en fout, quelque chose. Et dans tous les cas, j'allais passer en fait j'allais acheter mon produit. Et puis là, j'ai vu en fait qu'il y avait il y a un panneau, en fait, il y avait un panneau à l'entrée en fait d'où j'allais acheter mon produit. Bon, on va continuer sur ça. Et en fait, j'ai vu que donc la personne vers qui j'allais aller était sourde, ce qui est très rare en fait. Habituellement, on a souvent des personnes qui vendent et qui ne sont absolument pas sourdes. Et en fait, cette fois-ci, je ne sais pas pourquoi, très bêtement, je n'ai pas voulu y aller. Enfin, je suis pas allé directement, comme si j'avais une sorte d'appréhension et une sorte de gêne. Ce qui est d'autant plus étrange parce qu'en fait, je connais assez bien en fait finalement ces personnes et je sais pas pourquoi ça m'a pris comme ça. Et ça m'est comme un petit peu une sorte de Madeleine. Ça m'est revenu plein de choses et je me suis dit qu'effectivement beaucoup de réactions qu'on a, par exemple, je sais pas, dans le métro, qui est un lieu de vie assez extraordinaire. Souvent, on peut tomber sur des personnes qui sont soit ivres ou soit qui sont effectivement un petit peu fous, et on a une forme de gêne, une forme même quasiment des fois un dédain et un mépris pour ces gens. Et je me suis posé la question à ce moment-là, effectivement, d'où vient cette gêne, d'où vient cette séparation d'ailleurs qu'on opère, en se disant finalement ces gens-là ne sont pas nous, ces gens-là ne sont pas normaux, et finalement ce n'est même pas quelque chose qui vient de la pensée, quelque chose qui est quasiment corporel.
Et donc je voulais commencer sur ça parce que finalement dans ce film, très rapidement, on se rend compte que le personnage principal a quelque chose qui fait que nous ne sommes pas capables de la comprendre. Il y a une sorte de gap, il y a un fossé, et on est incapable en fait de très rapidement de comprendre pourquoi elle fait ce qu'elle fait, et en fait personne ne la comprend. Et ce qui est intéressant dans le film, c'est que finalement un peu les cartes sont rabattues, puisque cette incompréhension là, elle n'est pas que vis-à-vis du personnage principal, mais si vous vous souvenez un petit peu, la sœur, lorsqu'elle est en train de parler à son amant, qui effectivement ne comprend pas son amant, et son amant ne comprend pas, il y a une sorte de dialogue de sourds, et finalement on a l'impression dans les dialogues du film qu'il n'y a que des dialogues de sourds ou des dialogues de fous en fait. Et cette question-là aussi est très intéressante, c'est-à-dire effectivement comment pendant tout le film on a des choses très étranges déjà dans les images, mais aussi dans la manière de réaliser. Et pour lancer, effectivement, on pourra effectivement aborder la biographie de Polanski, qui est, je le disais un peu tout à l'heure, j'en ai déjà dit à certaines personnes, une biographie de fou. Et puis ces films, on va dire comment effectivement ce film-là a une place importante et en même temps est représentative de l'art de Polanski, et ça se montre, ça se voit au sein de son œuvre, et ce film-là est particulièrement original, et j'en donnerai quelques mots d'un point de vue purement cinématographique. Voilà. Je peux laisser Élise lancer un petit peu l'aspect plutôt philosophique. Je sais pas. On va voir. Moi, ce qui m'intéressait aussi dans ce film et dans l'idée de reprendre quelque chose sur la psychiatrie, c'était de voir comment des gens qui vivent autour de nous, qui sont avec nous, qui nous ressemblent, qui physiquement, comme nous, sont dotés de bras, de jambes, etc., vivent en décalé par rapport à tout ce que nous pouvons vivre, par rapport à tout ce qu'on conçoit. C'est justement cet ordre de dialogue de sourds dont Guillaume vient de vous parler, qui s'établit dans le film. Il y a bien cette scène, par exemple, où Carole voit ce verre au moment où elle fait sa toilette, et nous, pour elle, le verre garde cette fonction de verre. Il ne peut servir qu'à boire, on a l'impression que c'est un peu ça, et donc il ne pourrait pas en aucun cas contenir la brosse à dents, le rasoir qui contient. C'est pour ça qu'elle se sent obligée de les vider. Il y a quelque chose de très maniaque là-dedans, mais en même temps c'est dans ces objets du quotidien, et moi ce qui m'intéresse c'est ça, c'est de voir comment dans tous ces lieux du quotidien le flou, puisqu'il s'agit de folie ici, se retrouve un petit peu décalé par rapport à nous, et ce qui finit par se représenter, ce côté qui est purement psychologique au départ, devient corporel. À la fin, on la retrouve nue, allongée par terre. Son regard change, ce qui est très flagrant dans le film. Elle est toujours un petit peu à côté, et justement on en parlait là à l'instant, à la fin du film, c'est cette question, ce regard. On s'est très vite demandé comment l'interpréter sur la photo. Guillaume, là dans le public, pensait à cette jeune fille qui regarde son père ou son grand-père, on ne sait pas exactement, parce qu'elle aurait vécu un viol, et donc le film représenterait un peu cette réminiscence, ce traumatisme du viol qui revient, alors que moi personnellement j'avais vu ce regard comme un regard à côté des choses. On la reconnaît très vite puisqu'elle est sur la photo, mais son regard est hors cadre, elle voit autre chose que ce que nous voyons sur la photo. Donc, je sais pas, Madame Boujouchi, vous avez quelque chose peut-être à pour lancer? Très bizarre la façon dont vous avez vu le film. Alors, moi j'ai pas du tout vu le film comme ça. Non, justement j'étais très frappée par le fait que vous avez vu ce film comme si on était du côté des gens normaux et qu'on avait affaire à une sorte de trait du cas ou de cas psychopathologique. Et moi, en regardant ce film, je le trouvais terriblement daté. Je le trouvais terriblement daté parce que un personnage comme ça ne pourrait plus exister dans la société contemporaine. C'est surtout ça qui m'a frappée, parce que qu'il y ait des tas de petits symptômes, des choses névrotiques ordinaires, ceux qui ont des tics obsessionnels compulsifs, ceux qui ferment les portes,
Ça, on le voit autour de nous, mais ça n'est pas grave, tandis que dans le film, c'est vraiment du lourd. C'est-à-dire, ce personnage, tel qu'elle est montrée au début du film, elle a l'air complètement ailleurs. Elle a l'air, comme on dit aujourd'hui, c'est horrible anglicisme, terriblement insécure. Et jamais sa sœur n'aurait dû partir. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'avec les biopouvoirs à la Foucault, quelqu'un qui est comme ça est repéré, cadré, catalogué, suivi, débarque dans la famille, l'assistante sociale, la psychologue scolaire quand la gamine a 5 ans. Donc en fait, ce personnage ne serait pas comme ça dans la nature, dans cet état-là, incapable de communiquer avec les autres, avec cette fragilité extrême. Et c'est surtout ça qui est surprenant. En fait, ce que je trouve très réussi dans le film, ça n'est pas la protagoniste, ce sont les autres. Les autres qui sont tellement normaux qu'à aucun moment, ils ne voient le problème. C'est plutôt ça qui m'a surpris. Je me suis dit, on ne ferait plus un film comme ça aujourd'hui. Parce que la jeune femme très très perturbée n'arriverait pas jusqu'à... Quel âge elle a dans le film? J'ai pas le sens de l'âge. 25 ans? Quelque chose comme ça. On n'arriverait pas jusqu'à 25 ans dans cet état d'extrême liberté où on la laisse toute seule dans un appartement, ou quand elle ne vient pas, même si je sais que la société n'est pas si horrible que je croyais. Je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que quand quelqu'un disparaît, ne vient plus à son travail, qu'on n'a pas de nouvelles, que cette personne ne répond pas aux mails, en fait c'est compliqué d'envoyer la police, il faut contacter quelqu'un de la famille, etc. Mais voilà, donc c'est... Alors en même temps, le film est magnifique, mais l'intrigue est étrange. C'est l'étrangeté du début qui m'a frappée. Mais bon. Je suis complètement d'accord avec ça pour dire que le film a quelque chose de daté et qu'aujourd'hui ça ne pourrait pas se reproduire. Et justement, moi ce qui m'intéressait, c'est de voir maintenant ce que ça devient, enfin un personnage comme ça, comme il le deviendrait. C'est justement, Foucault voit très bien comment on finit par nous-mêmes les mettre dans ces hétérotopies de crise que sont les hôpitaux psychiatriques, pour justement mettre à distance ces personnages qui sont, ces personnes qui sont déjà elles-mêmes mises à distance dans leur vie du quotidien. Et c'est pour ça que Répulsion nous montrait assez bien justement comment on entre finalement par cette porte dans un autre monde où on place les personnes à distance de ce qu'on est aujourd'hui. Et justement, dans le film, il n'y a pas cette mise à distance qu'on impose nous maintenant, et qui m'intéresse aussi. En fait, il me semble que c'est important de... Alors, je ne suis pas sûre d'avoir raison, mais il me semble que le film... Polanski a pris deux directives dans son film. C'est que non seulement il voulait traiter la folie, mais c'est pas seulement ça, c'est qu'il traite aussi le film presque comme un film d'horreur, et du coup il y a des codes qu'il respecte, et en effet la construction est un peu linéaire, ce qui peut amener une certaine désuétude dans le film, mais bon, les codes sont là. C'est un film justement de jeunesse et très simple, il va pas chercher quelque chose de compliqué, le scénario est très, très prévisible, mais c'est bien ficelé, et du coup on rentre dans la folie du personnage, et en effet, même si c'est pas très crédible, on se prête au jeu en fait, parce que justement c'est pas seulement la folie qu'il veut traiter, il veut aussi jouer sur un effet par rapport au spectateur. C'est-à-dire qu'en fait on lui a demandé de faire un film d'horreur. Donc c'est pour ça qu'en fait il respecte ses codes, parce que sinon ils n'avaient pas le financement. Donc là c'est purement matériel dans le bas sens du terme. Mais en fait, par contre, moi j'aurais tendance à dire plutôt drame psychologique, parce que en même temps le cadre du film d'horreur est un peu dépassé, et la manière de filmer, comme je l'ai dit, avec les intérêts sur les détails et ce genre de choses, font que ça en fait un film d'auteur assez particulier. Deuxième chose, en fait, ça va dans la continuité de son envie artistique, puisque en fait Roman Polanski, après Chinatown, s'est rendu compte que ce qu'il voulait faire, c'était autant des films qui soient rentables et intéressants pour le grand public,
que des films qui en même temps aillent vers son autorisme, parce qu'il est excessivement difficile et qu'il veut tout gérer. Et c'est vrai qu'en fin de compte, peut-être qu'il y a déjà en germe chez lui cette double volonté, c'est-à-dire autant intéresser le spectateur avec une histoire qui n'est pas non plus trop complexe, et en même temps faire quelque chose qui soit proche de son art. Et ça, c'est vraiment très intéressant, et je pense que c'est tout à fait juste. Polanski arrive à préparer le terrain, je trouve, dans les éléments d'étrangeté. C'est-à-dire que je trouve que tous ces petits moments où elle retire son gant, elle s'arrête dans la rue en regardant la fissure, je trouve que tout ça, c'est des éléments de description de la psychose qui sont extraordinaires. C'est-à-dire que j'ai l'impression, je ne suis pas psychiatre, mais j'ai la sensation que dans la psychose, de ce que Polanski nous montre, il y a plus de distance en fait avec le symbolique. Elle est dans une espèce de littéralité de tout ce qu'elle vit. Elle enlève son gant, c'est comme si elle enlevait sa main. Enfin, et ça, je trouve que c'est extrêmement, comment dire, à l'heure dans le film, et de manière assez magistrale. Moi, je trouve que le film, il est très actuel. Il est vieux, c'est un vieux film en noir et blanc. Ça, ok. Ça, c'est pas. Mais il est très très actuel dans la façon de traiter la folie. La folie, tout à l'heure, vous disiez, oui, une personne comme ça, elle aurait 5 ans, elle serait déjà internée, ou je sais pas quoi. La folie, c'est quelque chose qui se déclenche. Les gens ne sont pas fous, ils deviennent fous. Non ? Oui, si, mais dans le film c'est plus compliqué parce que ça mélange vous avez dit ça névrotiques et puis un basculement dans la psychose. C'est ça qui rend la chose. Pour moi, là où je le trouve très actuel, c'est justement sur la façon dont cette fille, là, elle devient folle. La folie, normalement, c'est quand on n'arrive plus à exprimer ce qu'on ressent. Et là, par rapport à tous les personnages, comme vous disiez, qui paraissent vachement transparents et tout, ça sert exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment déclencheur, c'est un peu l'intrusion de l'homme qui vient chez sa sœur, c'est son espèce de cocon, elle est protégée, c'est vrai qu'elle est un peu fragile, elle s'exprime pas trop, mais elle a quand même une vie extérieure, elle travaille. Pour moi, tout ça, c'est crédible, même au jour d'aujourd'hui. Ça se tient. Alors que vous disiez que non, ça peut pas. Et il y a cette espèce de moment où elle commence à basculer, justement, où ça commence à être difficile pour elle. Et là où tout ce qui ça soutient ça, c'est sa sœur part, donc elle a plus d'interlocuteurs. Au travail aussi, ça devient difficile, elle arrive de moins en moins à s'exprimer. Et après, tout le reste, ouais, c'est un peu un délire. C'est bien, mais je sais pas, bon, par rapport à ça, je trouve ça très actuel et très bien tourné. Mon sentiment ne venait pas du personnage de Catherine Deneuve, mon sentiment c'était qu'est-ce que la société a changé. C'était plus ça. Comment ça, qu'est-ce que la société Vous savez, a ce changé? sentiment, vous parlez du noir et blanc, le même sentiment qu'on a quand on regarde un film en noir et blanc et qu'on voit les voitures de l'époque et les cafés de l'époque, on se dit qu'est-ce que ça a changé. Je trouvais juste que la société avait beaucoup changé parce qu'on vit dans des sociétés de contrôle extrême, de contrôle des individus qui font qu'il est difficile d'arriver. On a l'impression que ça elle est juste fragile, quoi, de ce qu'on... Ouais, mais elle a quand même tout ce qui est montré dans le film, elle a quand même une relation à l'extérieur qui est présente, elle arrive à elle travaille, peut-être qu'elle est fragile, mais des gens fragiles et qui ont une vie, il y en a des tonnes, toujours. Oui, mais elle est plus que fragile quand même. Bah, ouais, il y a un moment où elle bascule, et c'est là où c'est bien fait, je trouve, très actuel. La question du couteau, mais c'est quand même exceptionnel, c'est que le moment où elle va frapper au niveau du couteau, c'est quoi? C'est la douche dans Psychose. Et dans la douche, on ne voit pas le tueur, on le voit très peu, il est caché. Et là, c'est le contraire. On voit très peu celui qui est tué. C'est elle qu'on voit beaucoup. Et je trouve que ce renversement est intéressant. Et c'est sûr, je veux dire, là, franchement, c'est tellement visible que c'est quasiment sûr qu'effectivement, il y a quelque chose de cet ordre. Et finalement, effectivement, même le truc du chandail, il me semble aussi qu'il y avait quelque chose comme de ce type aussi par rapport à des moyens de défense. Encore chez Hitchcock, je veux dire, c'est vraiment, on va dire, vraiment une sorte de renversement. Et ce renversement-là, en particulier, a un sens. Et c'est vrai que le profond sens, et c'est vrai qu'en fait, on l'a dit sans le dire, mais le profond sens, c'était effectivement le sens, effectivement, que chez Hitchcock, tout a un sens, même le fait, effectivement, que ses films sont un succès ou pas. Et effectivement, le sens, il le veut toujours l'avoir.
Non mais vraiment, je disais ça en rigolant, mais c'est vrai. Effectivement, c'est quand même surprenant que quelqu'un d'une telle finesse et d'une telle nuance, dans ses films en tout cas, en soit amené quand même à considérer, même à la fin de sa vie, que c'est quand même encore le succès public qui fait la grandeur d'un film. Bon, c'est-à-dire qu'il est incapable finalement de lier ça à plusieurs sens. Alors, et pour la question effectivement de Psychose, qui aurait pu être un film beaucoup plus complexe, hein, et d'ailleurs il me semble que la reprise de Gus Van Sant de Psycho est beaucoup plus complexe que celle de Hitchcock. Dans Psychose, effectivement, il y a quand même, voilà, il y a ce besoin de compréhension, qui, je pense, pas un besoin de Polanski. Je pense. Moi, j'ai une question à poser à propos de détails. Ouais. Est-ce que j'ai eu une hallucination ou est-ce que vous n'avez pas trouvé que la petite fille sur laquelle il y a un gros plan à la fin ressemble à Mia Farrow d'une façon extraordinairement troublante? Je me suis demandé si c'était pas une photo d'enfance de Mia Farrow. C'est possible, mais c'est plus tard qu'il joue qu'elle jouera chez... 2 ans plus tard. Ouais. Bah, déjà, je me suis posé la question. C'est incroyable la ressemblance, non? Ça, vous n'avez pas posé la question? Si. Je lui poserai la question à Polanski à propos au point de vue décalage et puis le changement de personnage, c'est dans le locataire. Dans le locataire, c'est son premier film en France et sa façon de s'adapter à un premier film, comme vous dites, ça c'est le premier film en Angleterre. Le premier film pour s'adapter en France, c'est Le Locataire. Et alors, il devient femme dans Le Locataire. Hein? C'est une façon de s'adapter différemment dans le pays. Mais question, je poserai la question de savoir qui est dans la photo. Alors si vous avez l'information, je vous la donnerai.